moléculaire. Néanmoins, il y a eu au XXe siècle une focalisation sur les gènes et une forme bien particulière de déterminisme qui a pris une importance grandissante, c'est le déterminisme génétique, liant les caractéristiques des organismes, leur destin, aux caractéristiques de leurs gènes. Or là, il y a, c'est certain, eu d'énormes excès du déterminisme génétique. Le déterminisme génétique est important dans un certain nombre de pathologies. Dans un certain nombre de cas, la connaissance des événements moléculaires permet de prédire le développement des pathologies, dans quelques cas, pas dans tous, loin de là. Mais évidemment, lorsqu'on applique ce déterminisme à des comportements humains et qu'on cherche le gène responsable aussi bien de l'homosexualité que du goût de la nouveauté, que de l'instinct maternel, que du langage, évidemment, là, on est dans une forme d'irrationalité totale. Je serais assez optimiste, je le suis par nature, mais je pense que là, je reflète un peu l'état des choses. Ces excès me semblent en recul. Ces annonces spectaculaires ont moins d'importance, moins de place qu'elles n'avaient même dans les médias il y a quelques années. Pourquoi ? Bien parce qu'il est très facile de critiquer ce déterminisme de deux points de vue opposés, complémentaires. Le premier, c'est qu'il est extraordinairement rare, vu la complexité des phénomènes biologiques, qu'un seul gène soit impliqué dans un processus complexe. Et donc, l'idée d'un gène, par exemple, qui soit responsable d'un comportement est d'une certaine manière absurde. La deuxième raison, c'est qu'il y a une interaction forte entre les gènes et l'environnement, interaction en particulier qui se produit au cours du développement. Les meilleurs exemples, on les trouve dans le cas justement du système nerveux, et donc on peut dire des comportements où les gènes, évidemment, vont avoir un rôle dans la construction du système nerveux, mais sa construction fine, sa structure détaillée, vont être le fruit de l'interaction du système nerveux avec l'environnement. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Donc, de ces deux points de vue, à la fois multiplicité des acteurs moléculaires et interaction constructive entre l'environnement et les gènes, la vision du déterminisme génétique, encore si importante, si prenante, et qui quelquefois peut effectivement justifier même des pratiques médicales, cette vision est d'une certaine manière, je pense, en recul. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, certains biologistes avaient dit qu'ils avaient trouvé le gène du langage, c'est-à-dire le gène dont la mutation aurait été responsable dans l'espèce humaine de l'apparition d'un langage lors de la formation de l'espèce humaine moderne. Évidemment, et c'est une vision tout à fait naïve, parce que s'il y a un phénomène qui est bien le produit d'une interaction entre des aptitudes cognitives, certes liées au gène, et un environnement des interactions sociales, c'est bien le phénomène du langage. Troisième enjeu philosophique, c'est la question de la vie. Les premiers biologistes moléculaires affirmaient haut et fort, Francis Crick, Jacques Monod par exemple, qu'ils avaient percé le secret de la vie. Après, on a beaucoup critiqué cette prétention en disant « voyez tous les problèmes qui restent encore insolubles, donc le secret de la vie n'a pas été percé ». Sur ce point, je dirais que néanmoins, il y avait une grande part à mon avis, de vérité dans cette affirmation. Effectivement, les mécanismes fondamentaux du vivant ont été largement compris et les projets actuels de certains biologistes synthétiques de modifier le vivant de manière rationnelle et même éventuellement de fabriquer des formes artificielles de vie ne me semblent pas des projets qui soient en décalage total avec les connaissances acquises. Mais attention, ceci ne veut pas dire pour autant que le problème de la vie, de son apparition, de sa formation, lui, ait été résolu. Et il me semble que le problème s'est déplacé. Ce qu'il reste à comprendre essentiellement, c'est comment ces caractéristiques relativement bien connues se sont mises en place au cours de l'histoire de la vie. Néanmoins, je dirais que ces projets dont je vous parlais, de fabriquer de la vie artificielle, ne me semblent pas absurdes et, je vous donne mon opinion personnelle, à mon avis, seront couronnés de succès dans un avenir plus ou moins lointain. Je laisse de côté les problèmes éthiques
que cela pourrait poser. Juste pour vous dire que face à ces possibilités, que je pense réelles, il me semble qu'il doit y avoir une réflexion philosophique importante. L'autre jour, je discutais avec des professeurs de philosophie. Il y a un professeur de philosophie qui me dit « De toute façon, je ne crois pas qu'on y arrivera ». C'est possible, je ne peux pas affirmer le contraire, mais il me semble que ce n'est peut-être pas la bonne attitude. Il vaudrait mieux anticiper. Il vaudrait mieux voir si un jour on peut fabriquer une forme de vie artificielle, alors qu'est-ce que cela change dans notre conception philosophique de ce qu'est la vie? Il vaut toujours mieux anticiper que se trouver au pied du mur de la réflexion philosophique. Alors sur les enjeux éthiques maintenant posés par ces avancées de cette biologie fonctionnelle, je vais en choisir trois pratiques qui se sont développées ces dernières années, ces dernières décennies, et qui, vous allez le voir, à mon avis, posent à la fois des questions éthiques et ont un lien avec la connaissance fondamentale variable. Première pratique, la thérapie génique. Thérapie génique, modifier le contenu génétique des organismes pour, par exemple, pallier une déficience génétique, le non-fonctionnement d'un gène. Alors, je laisse de côté les fantasmes. Je pense que dans toutes ces questions, il faut faire attention. On peut évidemment rêver un jour qu'on créera, on fabriquera des sportifs à la naissance ou des gens qui auront un cerveau 2 fois plus large, etc. On est là un peu dans le fantasme. En tout cas, c'est clairement au-delà des possibilités des biologistes. Et deuxièmement, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une vraie demande sociétale pour de tels genres de modifications. Donc je vais me concentrer sur ce qui est la pratique déjà existante, même si elle est balbutiante, la possibilité de guérir un certain nombre de maladies par l'implantation de gènes à l'intérieur de l'organisme. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique somatique, parce qu'elle ne touche que le corps et pas la lignée germinale. Les succès sont encore très rares. Les difficultés se sont avérées bien plus grandes que l'on avait anticipé. Mais finalement, du point de vue éthique, je pense qu'il n'y a rien là qui pose de problèmes absolument nouveaux. On est dans l'ordre de la thérapeutique, de nouveaux traitements thérapeutiques, et les seuls critères qui doivent guider celui qui tente de telles approches, c'est de savoir si le bien fait au patient l'emportera sur le dommage, les souffrances qu'il va infliger à ce patient, et savoir si ces nouvelles approches sont supérieures à celles qui pourraient déjà exister. S'il y avait eu des errements éthiques dans ce cas-là, je dirais qu'ils sont sans doute dans l'annonce prématurée de succès qui n'existait pas, dans quelquefois l'imprudence avec laquelle les expériences ont été menées, avec parfois une confiance trop grande dans une connaissance et une absence de recul sur les enjeux et les difficultés, même scientifiques, que posait ce genre d'expérience. Deuxième maintenant approche thérapeutique importante développée ces dernières années, la thérapie cellulaire, la médecine régénératrice, c'est-à-dire cette possibilité d'utiliser des cellules dérivées de cellules souches pour corriger un grand nombre de pathologies, en particulier qui affectent l'organisme au-delà d'un certain âge. On en a parlé énormément, et comme cela a été rappelé tout à l'heure par monsieur le député Leonetti, il y a eu des débats éthiques très violents. C'est vrai qu'on a à nouveau avancé l'argument que ceux qui s'opposaient à ces nouvelles techniques étaient au fond les éternels opposants à l'avancée des connaissances, les éternels opposants au progrès. Des scientifiques, même très grands, ont comparé cette attitude à celle des autorités du XVIe siècle quand elles empêchaient l'autopsie, en disant à l'époque l'Église empêchait l'autopsie, aujourd'hui elle empêche l'usage des cellules souches. Même des très grands biologistes ont fait ce parallèle. Bon, vous savez que le problème n'est pas résolu encore, mais que depuis 2-3 ans, on sait qu'il sera sans doute possible d'obtenir des cellules souches à partir de cellules adultes. Et donc que cette nécessité absolue de travailler par l'embryon, qui était souvent avancée, certainement ne sera pas le cas. Et même, j'irai plus loin, je dirais que l'avenir de cette thérapie cellulaire est très probablement dans cette reprogrammation des cellules de l'organisme, bien plus que dans cette utilisation des cellules souches dérivées de l'embryon.
Le problème éthique n'est pas encore totalement résolu parce que l'utilité de travailler sur ces cellules souches dérivées de l'embryon